Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Ilm wa Hadara, Sciences et Civilisation. Aujourd'hui, on va faire un chemin par le Cameroun avec mon invité, Monsieur Emmanuel Maloko Dissake. Bonjour. C'est le Bonjour. Cameroun et la philosophie. Vous êtes philosophe, vous êtes camerounais. Avant de parler de la spécialité qui est la vôtre en philosophie des sciences, d'abord on va faire connaissance avec vous. Donc vous êtes né au Cameroun, Yaoundé peut-être, non? Non, plutôt Non. Douala. Douala, Pas d'accord. vraiment Douala, mais à 30 km de là. Ah d'accord, très Dans bien. un petit village qui s'appelle Bouénélo. D'accord. Mon père était instituteur, directeur d'école. Ah, Il y travaillait. vous avez été donc plongé dans les livres très tôt Très tôt, oui. Mon père aimait les livres, donc très tôt et vous a transmis cela. Il m'a transmis cela, oui. D'accord. Et après, vous avez rejoint Yaoundé pour vos études? Après, ça vient beaucoup plus tard. Oui. Après, je suis entré chez les missionnaires pour mon secondaire. Donc, j'ai fait une partie de mes études dans un collège très prestigieux à Douala qui s'appelle le collège Liberman, fondé par des jésuites. Les jésuites, j'allais dire, Voilà. c'est les jésuites qui étaient très présents. Voilà, donc j'y ai fait jusqu'à ma troisième. D'accord. Et ce collège-là n'avait que des séries scientifiques pour la suite. Oui. Et ils ont considéré que j'avais un talent particulier pour les lettres et que ça serait une façon d'assassiner la petite chose que j'avais et qu'il fallait absolument que j'aille ailleurs. Donc ils m'ont envoyé Manu Militari parce que je ne voulais pas quitter l'école. Eh oui. Vous aviez vos amis, vos camarades. Voilà, on avait fait la route ensemble. Eh oui. Et ils m'ont envoyé dans un autre établissement catholique qui s'appelle le collège Chevreul. Et c'est là-bas que j'ai passé mon bac de philosophie. Toujours à Douala. À Douala, toujours. D'accord. Ah oui. Et c'est bien après, donc, effectivement, que vous avez rejoint la capitale. Oui. À cette époque-là, il n'y avait qu'une seule université, l'université de Yaoundé. Ah oui. Donc, tous les étudiants venaient d'un peu partout pour y venir, les étudiants anglophones comme francophones. Oui. Et les professeurs aussi étaient là, chacun enseignait dans sa langue. Oui. Nous étions obligés de coopérer les uns les autres. C'était un des moments les plus heureux de ma vie. Ah, j'imagine, ah oui. On parle toujours du multilinguisme au Cameroun. Il y a beaucoup de langues. Et il y en a beaucoup, plus de 300. Plus de 60. Plus de 300. Maintenant, il y a des langues dominantes. Oui. Selon les lieux du pays. Voilà. Mais vous, par exemple, en passant du village près de Douala à Yaoundé, vous aviez déjà à traduire ou vous étiez dans la même langue? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est toute une autre langue. Ce sont les bêtises, c'est autre chose. Oui. Ah. Mais ce sont des grandes villes assez cosmopolites. Oui. Donc les gens parlent le français ou l'anglais. C'est ça. Même s'il existe quelque chose de très traditionnel que les gens considèrent que vous êtes leur propre fils. Et donc ils vous parlent naturellement dans leur langue. Et avec les années, vous finissez par apprendre la langue locale. Quoi. Oui, voilà. toujours. Moi, je suis resté 4 ans à Yaoundé jusqu'à ma maîtrise. Oui. Comme ça qu'on disait à l'époque, il n'y avait pas de master. Oui, c'est vrai. C'était la maîtrise. On parlait de la maîtrise et du DEA. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire des études de philosophie au départ? Alors, je crois que c'est Paul Feyerabend se moquant de Popper qui disait qu'il ne fait pas partie de ceux qui sont nés avec l'éthique dans les mains. Parce que Popper expliquait que lui, il lisait l'éthique de Spinoza alors qu'il était qu'un homme, ce qui est possible, il était d'ascendance assez... voilà. Non, en fait, quand j'ai passé mon bac, j'avais à peu près les mêmes notes en anglais, en espagnol, en français, en philosophie, etc. etc. J'étais plutôt un très bon élève. Et c'est au moment de l'inscription que la question s'est posée de qu'est-ce que je pouvais étudier sans avoir besoin d'un tutorat sérieux. Qu'est-ce que je pouvais faire par moi-même et qu'est-ce que je ne pouvais pas faire par moi-même. Il s'est imposé que c'était la philosophie. En fait, ça s'est passé au moment où c'est des hasards, des rencontres, et vous n'avez pas regretté. Non, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, que j'ai pratiqué avec une certaine passion.
votre œuvre impressionnante plus tard le prouve. Mais au début, souvent, on a cette hésitation, comme vous venez de le dire, et on ne sait pas vers quel, finalement... Mais par la suite, j'ai été repéré par mes professeurs qui m'ont dit que j'avais quelque chose. Donc, au début, on fait parce qu'on y est. Et ensuite, des années voient en vous quelque chose. Ils vous prennent sur leur aile, ils vous donnent des conseils. C'est ça. Ils vous repèrent et à partir de là, j'ai commencé à travailler un peu plus. J'avais des facilités, mais dans la philosophie, à un moment, il faut avoir du coffre. Donc, j'ai commencé à travailler un peu plus. J'ai eu de la chance. C'était la grande université camerounaise. Et cette grande université camerounaise, c'était une des universités les plus importantes dans la philosophie africaine à cette époque. Ah oui, c'est là qu'enseignait Marcien Toa. Ndiomwele, Manra Hebga, Eboussi Boulaga, c'est des grands noms de la philosophie africaine, en tout cas subsaharienne. C'est vrai, c'est vrai. Donc j'ai un peu profité, beaucoup profité de cela. Voilà. Très important, une atmosphère d'études, c'est très important, très important. Et après, vous avez décidé de faire votre doctorat en France? Oui et non, c'est pas vraiment une décision. C'est pas une décision, En ce temps-là, il y avait encore un peu de rationalité dans nos pays. J'espère qu'il en reste encore. Oh oui, toujours. Il faut avoir cette foi-là. Il faut avoir cette foi, oui. À ce moment-là, le pays pensait qu'il y avait quelque chose à construire, que c'était très important de former les gens, de former l'armée de réserve, comme je dis souvent. Et donc, on sélectionnait les étudiants qui avaient du talent, qui avaient des bonnes notes, qui étaient bien placés, etc. Vous n'aviez pas à faire de démarches particulières, il y avait un dossier de bourse à faire. Et puis on publiait votre nom un jour dans le journal. Magnifique. On vous appelait, on vous donnait un passeport, un billet d'avion. Super. On vous donnait 3 jours pour aller dire au revoir à vos parents. Et vous embarquez. Voilà. Mais il y avait des démarches avant parce qu'il fallait être préinscrit, etc. Bien sûr, oui. Moi j'avais eu de la chance, j'étais quand même préinscrit à la Sorbonne. Oui, puis vos notes, parlez pour vous. Et donc vous voilà arrivé en France. Et là, alors, on a compris la motivation de départ pour la philo, mais là, vous allez vous intéresser à cette figure majeure de la philosophie autrichienne, Karl Popper, figure à laquelle vous avez consacré beaucoup d'articles et de travaux et de livres. Alors, Popper, comment fut la rencontre avec Karl Popper sur l'objectivité, on va dire peut-être à nos téléspectatrices et téléspectateurs, autour de l'objectivité, autour de la méthode scientifique. Comment Karl Popper s'est imposé à vous? Alors ça, c'est une influence encore de ma formation à Yaoundé. Quand j'étais étudiant à Yaoundé, les 2 premières années, on avait un maître excellent, mais brisé par la vie, dont la femme était rentrée en France et qui était dans des grandes difficultés personnelles. Mais qui avait un enseignement captivant, troublant, etc. Et qui nous a appris des centaines de choses en ces quelques heures où il était lucide. Cet homme s'appelait Bernard Nanga, qui avait étudié avec Georges Gusdorf à Strasbourg. C'est la génération de Pierre Jacob que vous connaissez. Oui, très bien. Hervé Barrault l'a très bien connu, puisque par la suite, j'ai travaillé dans un centre de recherche avec Hervé Barrault, et lui connaissait très bien Nanga. D'accord. En réalité, il y avait déjà plein de contacts avec la France. Oui. Vous êtes inscrit déjà dans ce dialogue qui avait déjà lieu. Oui. Le Cameroun est un pays assez francophone. L'université s'appelait au départ la Fondation française pour l'enseignement supérieur au Cameroun, avant qu'elle devienne l'Université nationale du Cameroun, etc. Et nos maîtres, plusieurs, avaient été formés pour les francophones en France, pour les autres en Angleterre et aux États-Unis. Voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Alors cet homme connaissait très bien le positivisme logique, il y avait consacré des études. C'est pas pour ça qu'il est connu paradoxalement, parce qu'il est mort assez vite, mais il est connu pour son œuvre littéraire. Il a écrit Les Chauves-souris, qui est une satire terrible de l'administration néocoloniale. Et malheureusement des choses encore actuelles. Voilà, et La trahison de Marianne, etc. C'est par ça que le grand public le connaît, mais c'était un grand connaisseur de la philosophie. Donc en fait, quand vous arrivez à Paris 1, Panthéon-Sorbonne,
Karl Popper était déjà dans les bagages. Oui, j'avais déjà écrit un mémoire sur Popper. Oui, d'accord. J'avais déjà écrit un mémoire sur la falsifiabilité et la vérité scientifique chez Popper. Mm. 150 pages à peu près, avec laquelle j'avais fait ma maîtrise. Donc, Alors maintenant, on va précisément s'arrêter sur la recherche à proprement parler. Donc, vous l'avez mentionné rapidement, il y a cette grande école du positivisme logique qui avait fait des démarcations un peu trop franches. C'est-à-dire qu'il y a d'une part les faits, d'autre part les valeurs, il y a d'une part l'observation, d'autre part la convention. Et en réalité, tout cela a commencé à bouillonner dans des controverses. Et vous vous inscrivez au moment où Karl Popper prend complètement ses distances avec cette école dite de l'esprit positif dans les sciences. Oui, il prend ses distances tout en maintenant toujours Oui. un peu un lien. Oui, Ces gens-là sont viennois, et quand je m'en amuse un peu, je dis qu'ils font des viennoiseries. oui. Donc ils ont des relations de parenté qui ne sont Oui. pas toujours nettes. Oui, Popper garde quelque chose de très positif. Il se considère que la science est quelque chose de très très important, de très grand, oui, avec la musique, qui sont les deux plus grandes inventions de l'humanité. C'est Ça, vrai. c'est ce que pense Oui. Popper. Maintenant, déjà quand il était à Vienne, il avait pris ses distances avec le positivisme logique. Il se faisait appeler lui-même l'opposition officielle. oui, c'est cela. Donc il ne croit pas en la distinction définitive entre la science et la métaphysique. Oui. Il pense que la métaphysique est l'antichambre de la science. Et donc la circulation se passe tout le temps, que des problèmes qui étaient métaphysiques finissent par avoir une traduction scientifique et en recevoir un traitement scientifique. Il ne croit pas qu'on puisse distinguer la science et la non-science sous le critère de la signification. La science a une signification, la non-science n'en a pas. Carnap et les autres pensaient ce genre de choses. Popper pensait Il rangeait, Carnap et les positivistes rangeaient la non-science, l'art, l'éthique, tout ça dans la pure expressivité, émotion, Absolument. sans aucune valeur de connaissance. Absolument. Alors que Carnap ne voyait pas pourquoi les arts, l'éthique, la religion n'auraient pas, la métaphysique ne seraient pas des projets de connaissance à part entière. Popper était très clair avec ça. Vous mentionnez l'objectivité, une des grandes distinctions qu'il fait sur l'objectivité consiste à distinguer la musique objective de la musique subjective. Oui. La musique qui parle pour elle-même et la musique qui parle pour donner seulement des émotions, etc. Et la musique qui parle pour elle-même, ça donne quoi? C'est la différence qu'il fait entre Bach et Beethoven. Ah oui, ah oui. C'est la différence qu'il fait entre Bach et Beethoven. C'est la première distinction qu'il fait avant de faire une distinction proprement épistémologique sur qu'est-ce qui est objectif, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais Popper a une philosophie de l'objectivité qui n'est pas aussi évidente que cela. Et non, c'est ça, parce que vous l'avez creusé dans ces méandres, et vous vous êtes intéressé à une autre figure qui s'est, comment dirais-je, qui a pris appui sur Popper et qui l'a un peu radicalisé, c'est Feyerabend. Oui. D'ailleurs, dans cette université, l'UM6P, vous êtes venu l'an dernier pour parler de Feyerabend. Alors, Paul Feyerabend, il est connu pour un ouvrage Against Method, contre la méthode. Comment peut-on, dans les sciences, revendiquer qu'il faut se débarrasser des méthodes? On n'arrête pas de dire à nos étudiants, la méthode c'est important. Et donc, Feyerabend, c'est à user avec des pincettes quand on veut en parler. Oui. C'était un philosophe extrêmement provocateur. Provocateur, voilà. Disciple de Popper, mais qui pousse Popper à ses propres retranchements. Voilà. Et la provocation touche immédiatement le genre de choses qu'il fait. Et ça touche les titres de ses livres. Évidemment, on peut dire, si on reste au titre, qu'il est contre la méthode. Oui. Mais la nuance se porte sur l'adjectif, la méthode. Donc la question, c'est de savoir s'il y a une seule chose qui s'appelle la méthode scientifique et en quoi cela pourrait consister. Eh bien, la réponse de Paul Feyerabend, en regardant l'histoire des sciences, c'est que ce quelque chose n'existe pas. Il n'y a rien, depuis Aristote de Canou, qu'on pourrait appeler la méthode scientifique. Et si c'est le cas,
Alors, ceux qui veulent la méthode scientifique s'installent dans le dogmatisme. Oui. Cela ne veut pas dire que la science n'a pas de procédés, qu'elle ne suit pas des méthodes, qu'il n'y a pas plusieurs méthodes il faut qui sont en pluraliser. concurrence. Il faut pluraliser. C'est un théoricien du pluralisme. C'est ça. Mais là encore... Mais pas du nihilisme. C'est pas non, du faisons table rase de tout. Du tout. Paul Feyerabend est un philosophe qui s'intéresse aux valeurs, etc. etc. Oui. Non, pas table rase de tout. Non, il faut pluraliser parce que nous ne savons pas où est la vérité. Encore une leçon popérienne. Oui. Nous ne savons pas si nous l'avons trouvé la vérité. Et comme nous ne le savons pas, ben nous ne nous enfermons pas, ouvrons les portes, faisons entrer de l'air frais. Écoutons d'où que viennent les projets humains. Exactement. C'était le titre de l'introduction que j'avais fait à la traduction de Quantum Theory and the Quantum Physics. Audi alteram partem. Écoutez une autre partie. Oui. Mais Popper revendique cela, sauf qu'il n'est pas toujours d'accord quand on le pousse à bout. C'est cela, c'est cela. Donc les titres de Feyerabend sont très provocateurs, comme il dit à Dieu la raison, oui. Évidemment. Non. C'est là avec majuscule et raison avec majuscule. C'est-à-dire un corpus de règles définitives qui encadre la science tout le temps. C'est un antidogmatique. Il ne veut pas que la raison soit un dogme, que la méthode soit un dogme, mais qu'une fois qu'on a écarté ces dogmes-là, eh bien ma foi, si des choses marchent, eh bien il faut les honorer. Oui. C'est exactement ça, un pragmatisme, une sorte de pragmatisme, et qu'il tire de l'histoire des sciences. L'histoire des sciences n'a pas toujours suivi une même méthode. Les scientifiques n'ont pas fonctionné comme les philosophes le théorisent. C'est cela. D'où un des problèmes qu'il a, c'est la différence entre la pratique scientifique réelle et la théorie de la science. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Cette dualité est très importante. Une même personne, Descartes, Newton, dans sa pratique, il va accepter que les choses ne soient pas totalement sous des principes rigides, mais quand il va la théoriser, il va la mettre sous des principes qui ne se vérifient pas dans la pratique. Oui, c'est exact. Et, et ça pose un problème très important sur quel est le statut finalement de cette discipline qu'on appelle l'épistémologie. Et oui. Est-ce que ce sera une discipline prescriptive qui dit ce que la science doit être? Voilà. Si elle dit ce que la science doit être, de quel droit les philosophes diraient ce que la science doit être? C'est un problème terrible. Ben non, mais il faut écouter les scientifiques. Mais si on n'écoute que les scientifiques et qu'on décrit ce qu'ils font, on a le même problème. Ça devient un sociologisme avec la canonisation des pratiques, ce qui enferme aussi bien. Et la philosophie est entre les deux. C'est tout le paradoxe de la philosophie de Kuhn. Voici ce que les scientifiques font. Et il passe de voici ce que les scientifiques font à voici ce que les scientifiques doivent faire. Et non. Mais c'est un non sequitur. On ne passe pas du fait au droit de cette façon. De cette façon-là, oui. Alors vous avez aussi, il y a toute cette aventure extraordinaire de la méthode scientifique avec son pluralisme, mais vous avez bien sûr, en raison de l'exercice que vous avez eu dans plusieurs pays africains, je dois le mentionner, le Burkina Faso, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Cameroun bien sûr où vous êtes né, j'en oublie peut-être. Oui, la République démocratique du Congo. Oui, le Congo-Brazzaville. Et le Congo-Brazzaville aussi. Voilà, donc c'est extraordinaire. De ces pérégrinations, je sais que vous vous êtes aussi intéressé à la philosophie africaine. Est-ce que vous pouvez nous toucher un mot d'abord de ce que vous avez appris de vos différents voyages en Afrique et puis de l'intérêt qui a été après pour vous de dire, comment je vais m'y prendre quand je parle de philosophie africaine? Deux questions. Alors, oui. Les premières questions assez difficiles. Qu'est-ce que j'ai appris de mes voyages en Afrique? C'est que l'Afrique, c'est finalement l'Afrique. Elle est bien une. C'est quelque chose que je vois quand j'arrive au Maroc, les gens, etc. Elle est bien une, l'Afrique. Et donc, on a beaucoup de choses en commun. Oui. Voilà. Ce que j'ai appris de la jeunesse africaine, qui est un motif de... Et oui, parce que c'était des étudiants. Oui. C'est cette soif d'apprendre, cette envie de réussir. Qui est le cas ici aussi. Cette envie de travailler, d'apprendre de nouvelles choses, de s'initier à de nouvelles choses. La connaissance a une valeur en elle-même. Ça, elle a une vraie valeur, oui. Elle a une vraie valeur. C'est pas toujours le cas aussi ailleurs. bien défendu. Non. Mais elle a une vraie valeur. Donc ça,
c'est quelque chose qui est plutôt encourageant parce que Oui, oui, l'Afrique est un continent de jeunes gens. oui. Et si on peut s'arrimer à la connaissance, on a une vraie chance pour l'avenir. Mais oui, mais Voilà, c'est ça. voilà, Je fais exactement le même constat que vous, c'est magnifique. voilà. Et alors, par rapport aux sciences et à la pratique scientifique qui vous intéressait, vous avez essayé aussi de voir comment, j'allais dire, les contextualiser en Oui, Afrique. oui, oui, mais pour la philosophie africaine de manière générale, il se trouve que je suis africain, que ces problèmes-là m'intéressent de Et manière oui, ordinaire, en particulier les problèmes politiques. Donc j'ai écrit pas mal sur la oui, démocratie et ces choses-là, ben, en m'appuyant sur ce que je suis. Les gens ne parlent jamais que d'eux. J'ai fait en quelque sorte une théorie de la société ouverte dans des contextes comme les nôtres, oui, ce que j'ai appelé la démocratie en temps de suspicion. oui, oui. Ouais. Pourquoi Euh, suspicion? Pourquoi autant de Parce que suspicion? ce sont des endroits où on ne croit pas à la démocratie. Ah. On Des croit à en- la connaissance, mais on ne croit pas à la on ne démocratie. croit C'est pas à la bizarre. démocratie parce que les régimes sont assez durs, Oui. assez conservateurs et essayent de fermer toutes les portes. Mais la Alors, société civile, c'est pas le mais la pouvoir. société civile est très ouverte, mais la société civile ne compte pas autant que dans un univers justement démocratique. Dans un univers justement démocratique, la société civile compte beaucoup. Dans un univers un peu, je ne dirais pas consensationnaire, ce serait exagéré, mais dans un univers plus fermé, les positions des gens ne comptent pas beaucoup contre des gouvernements qui ont décidé de faire ce qu'ils C'est font, ça. qui peuvent changer les Cette jeunesse dont constitutions. vous avez parlé n'est pas écoutée. Pas beaucoup. Elle est très nombreuse, elle est fractionnée Oui, parce qu'il y a des intérêts, qu'on utilise la recette du milieu, à savoir la défense de la tribu, de l'argent, etc., pour que les gens ne suivent pas exactement ce qu'ils auraient pu défendre. Et parce que la question de la corruption ah oui, est endémique. ah oui. La question de la corruption est endémique, pas seulement au Cameroun, mais Elle ailleurs. entrave le Voilà. développement. Elle entrave tout. Elle entrave tout. C'est une prise en otage générale. Je prononçais le mot de développement parce que vous avez consacré un travail à cette grande figure qui a parlé du développement il y a 50 ans, de la médiocrité à l'excellence. Alors rappelez-nous cette belle figure. C'est le professeur Ebenezer Ndiomole, Eh oui, donc, qui a écrit en 1970 ce très beau livre sur de la médiocrité à l'excellence. oui. Et qui, c'est Quand un même, il travail. trace la voie vers l'excellence, Oui. mais il part de la médiocrité. Oui, mais le médiocre, c'est notre quotidien. Nous sommes des hommes, nous sommes faibles, nous sommes tentés, nous sommes souvent en difficulté, etc. etc. Et la question est celle de l'exigence permanente, de dépasser Oui. le déjà là, de dépasser les pesanteurs actuelles pour essayer d'être meilleur. C'est un philosophe de la morale, Ebenezer Ndiomole, qui a été formé par quelqu'un que vous connaissez, c'est Vladimir Yankelevitch. Ah oui, bien sûr. Et Oui, qui oui. est formé un philosophe dont je vois que vous parlez beaucoup à Bergson. Il a fait Ah oui. 2 thèses sur Bergson Ah avec oui, d'accord. Vladimir Yankelevitch. Ah oui, 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 oui. Alors sa philosophie du développement est très très intéressante parce que notre conception ordinaire du développement consiste à penser que le développement concerne les pays du Sud, les petits pays pauvres, etc. etc. Ndiomole explique qu'il s'agit de développer la richesse humaine. Oui. Il s'agit de développer l'homme. Le capital humain. Le capital humain, etc., etc. Et que quand on pose la question comme cela, ce n'est plus une question de petits pays pauvres en retard, etc., etc. Non. Ça devient tout à fait autre chose. C'est comment on développe l'humain et comment on fait face à nos problèmes quotidiens en continuant à avoir des valeurs morales et des lignes directrices, etc. Il y a des résonances chez ce grand philosophe indien-américain, Amartya Sen. Amartya. Les capacités Absolument. développées. Dans ce texte que vous mentionnez justement sur les 50 ans, quelqu'un écrit un dialogue entre Sen et Ebenezer Ndiomole. Ah oui, Et parce quand que vous me parliez de la philosophie africaine tout à l'heure, on est bien au cœur du propos. c'est ça. Une des thèses fondamentales que j'ai défendues est que la philosophie africaine n'est pas africaine, c'est simplement de la philosophie. C'est ce que dit notre regretté Paulin Outonji Voilà. du Bénin. Voilà. Voilà. Elle est seulement de la philosophie. Bien sûr. Quand les philosophes politiques parlent de la justice, ils parlent d'un problème qui est éternel, que se posait pour la Grèce. Quand on parle de la survivance de l'État, c'est le problème qu'avaient les Grecs lorsque la Grèce s'effondre. Simplement, on le formule localement, mais il a des résonances universelles. Oui,
On le formule localement parce qu'il y a des éléments locaux qu'il faut prendre en compte. On ne peut Voilà. pas transposer Mais la notion philosophie. est universelle. Elle est La universelle. justice, l'État, la Ouais. gouvernance, ce Ouais. sont des questions qui intéressent tous, Tous, qui s'appliquent à tous, ouais. mais on les formule localement. Ouais. Et plus que cela, l'expérience, c'est une des choses que je dis souvent, l'expérience humaine est humaine et elle est non trans-traditionnelle. Et oui, bien C'est sûr. assez étrange de voir comment des choses que les gens écrivent dans d'autres contextes Oui. nous parlent comme s'ils avaient vécu notre vie Exactement. pour le dire. Oui, Mon maître Yves Michaud, avec lequel j'ai fait ma thèse, a écrit un livre qui m'a troublé sur violence et politique. oui, Et il m'a expliqué que ce livre lui avait été inspiré par ses années en Amérique latine. Mais ce qu'il a écrit me concerne, et c'est un des tout premiers livres que j'ai lu de lui, Oui. et ça m'a complètement bouleversé. c'est vrai. Karl Popper, qui était un philosophe très européocentriste, Oui, écrit ce livre sur la société ouverte et ses ennemis, avec toute une partie sur le tribalisme, la société fermée, la société close. oui, Il reprend les concepts de Bergson, c'est ça, Chloé ouvert. morale ouverte, morale close, et il la transforme en politique, en Oui. société ouverte, société démocratique. de liberté, voilà, Voilà, société de démocratique, participation voilà, citoyenne, et société close, une société dans laquelle l'avenir est fermé. On connaît déjà les réponses. trop d'inertie. Et voilà, et on enrégimentera les gens qui ne veulent pas suivre la bonne réponse. Le clos aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est la corruption. Oui. Le clos aujourd'hui, c'est la routine de la corruption Absolument. qui ferme les horizons Absolument. et qui n'écoute pas cette jeunesse. L'utilisation qui des insiste. passions. Oui. Ouais. Oui. L'utilisation des passions, la passion de la tribu, la passion de la nation, la passion de, etc. Les Le passions, le les passions nationalisme, malheureuses. c'est la guerre. Ouais. Le nationalisme, Absolument. c'est la guerre. Absolument. Et précisément, ce qu'on apprend en philosophie, c'est transcender ce particularisme. Ouais. Il y a des choses locales, mais elles ne sont pas pour autant particularistes. Ouais. Et c'est cela, précisément, Ouais, une des leçons majeures. Ouais. Le dernier point, précisément, à soulever avec vous, Emmanuel Maloko-Dissake, c'est maintenant vous êtes de nouveau au Cameroun, à Douala. Vous avez fait tout un périple par l'Europe, par les pays africains. Et votre réflexion aujourd'hui, elle est plutôt orientée éthique ou toujours pratique scientifique? Je fais plusieurs choses en même temps. Voilà. En fait, J'attendais cette réponse. La pratique scientifique ne détourne pas de l'éthique. Ne décolle pas de l'éthique, mais ne décolle pas de la société. Bien sûr. Elle est inspirée par les conditions du milieu, elle est touchée par les convictions qu'ont les gens, elle est touchée par les problèmes politiques, par les questions de financement de la science, etc. etc. Oui. L'idée d'une science éthérée, propre, etc., c'est quelque chose à quoi nous avons tous dû renoncer. Qui a vécu. C'est une idée donc, il y a cela. Et il y a les questions qui nous intéressent. Au moment où on se parle, s'achève à Douala une réunion autour de la colonialité, de la post-colonialité, de la transcolonialité. Oui. Mais c'est les mêmes genres de choses. Exactement. Alors, une des choses qui m'intéresse le plus, c'est l'idée que nous devions reprendre tous ces problèmes de manière très sérieuse et refuser l'idéologie. Oui. Eux, nous, c'est contre les autres. Non. Nous devons assumer notre responsabilité pour ce qui nous arrive et essayer de faire face aux défis de notre temps. Oui. Par exemple, sur la colonialité, mon point de vue, ce que je n'en sais, c'est que dans cette salle avec plus de 150 personnes, puisque c'était la biennale mondiale de philosophie africaine, il n'y avait que 2 ou 3 personnes qui avaient connu la colonisation. Et pourtant, nous continuons à réfléchir à la post-colonie, à la colonie, etc. C'est une façon de sortir de notre responsabilité. C'est ça. Ce qu'il y a à faire, la référence à la colonie, j'ai appelé mon texte la référence coloniale et c'est double. Oui. Mais la référence à la colonie consiste toujours à se redéfinir par rapport à. Et ce décentrement est quelque chose d'absolument catastrophique.
et qui nous met à côté des responsabilités qui doivent être les nôtres. Oui. Nous devons construire des pays, nous devons former des jeunesses, nous devons affronter la connaissance moderne et nous devons le faire en toute... Et faire confiance aux jeunes, vous l'avez dit tout à l'heure. Faire confiance aux jeunes, faire confiance aux initiatives. Ils sont pleins d'innovations, ils sont pleins... Il faut juste, comme vous l'avez dit, leur mettre à leur disposition cette valeur à laquelle ils croient, la connaissance. Et les y accompagner. Merci beaucoup pour votre passage dans cette émission. Merci beaucoup. Merci, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.